Je suis Alain Weil, ancien rabbin de Strasbourg, et à ma retraite en Israël, me suis passionné pour les recherches sur les mots d'ancien français dans le commentaire de Rashi. Rashi était donc le premier commentateur de l'ensemble du Talmud et du Tanakh. Rashi est donc le premier commentateur à avoir fait un commentaire exhaustif des textes du Talmud, et il a émaillé ce commentaire en hébreu, de termes français, afin de rendre le texte plus clair. Le cours était en français essentiellement. L'ancien français en fait vient du latin, et le français est devenu une langue autonome à partir, je peux dire, à peu près du 9e siècle. On a un document de la fin du 9e siècle qui sont les Sermons de Strasbourg, et Rashi, qui est du 11e siècle, est la source principale, avec la chanson de Roland, du français ancien du Moyen-Âge. Donc il y a ce qu'on appelle des erreurs de copistes. Et parmi ces erreurs, je me suis notamment heurté souvent à une lettre d'Alot qui me semblait être une telle erreur. Mais en cherchant, j'ai constaté qu'en réalité, ce Dalot était un souvenir de la racine latine du mot, et que comme le français par rapport au latin, je dirais, est souvent plus ramassé, à moins, et dans toutes les langues c'est comme ça, c'est-à-dire on est de plus en plus pressé, donc le mot devient de plus en plus petit, donc ce D est tombé, et donc dans Rashi on trouve ce Dalot qui correspond au D, à la lettre D française, parce que c'est un stade intermédiaire en quelque sorte de la langue. C'est la langue de l'époque de Rashi, mais qui est donc un intermédiaire entre, disons, le 11e et le 13e siècle, par exemple. Cette lettre au 13e siècle ne figurera plus. Les gloses de Rashi interviennent, je dirais, dans le cœur de son commentaire. Imaginez donc que Rashi explique par exemple le mot kankantom. Il nous dit, alors voilà, le kankantom intervenait dans la fabrication de l'encre dont on se servait pour écrire les textes sacrés, Torah, Tfilin, Mezouza, etc. Et au milieu, il nous dit, en français, le kankantom correspond au mot adrement. Ça, c'est le mot de laz, c'est-à-dire un mot en ancien français. Le mot laz vient en fait d'un passouk du Hallel, où on parle de Me'am Loez. Am Loez, c'est un peuple qui parle une langue étrangère. Selon d'autres, Lachon Hamzar, c'est-à-dire effectivement une langue étrangère. Il a fallu chercher, grâce à des dictionnaires spécialisés, à quel mot français Rashi faisait allusion. Le D de adrement correspond à un T d'origine. Atrement. Je remonte. Atrement, c'est atramentum en latin. Atramentum, c'est le noir, la teinture noire du cordonnier. C'est un des ingrédients de l'encre dont se sert le sofer. Selon d'autres, kankantom n'est pas ce âtrement, cette teinture noire du cordonnier, mais est le vitriol. C'est notamment l'avis du Rashbam, petit-fils de Rashi, Rabbi Shmuel ben Meir. Il y a tout un développement pour savoir comment c'est possible que kankantom corresponde à vitriol. Parce que vitriol, dans le mot vitriol, vous entendez le mot vitre. D'accord ? C'est-à-dire qu'effectivement, c'est quelque chose de vitreux. Or, quand vous voyez l'encre, ça n'a rien de vitreux. Deuxièmement, le vitriol est de couleur verte, alors que l'encre est de couleur noire. Alors le Tosafot explique effectivement, à travers des réactions chimiques grâce aux autres ingrédients qui rentrent dans la composition de l'encre, le vitriol vert au départ devient noir. Et ce qui est intéressant aussi pour être complet sur la question, c'est que Rashi dans Sota donne les deux avis.
donne à la fois âtrement ou vitriol. Donc Rachi lui-même était, je dirais, en doute sur est-ce que c'était plutôt l'un ou plutôt l'autre, mais l'un n'est pas l'autre. On voit que, si vous voulez, de nos jours également, c'est intéressant de savoir comment, de quoi l'encre est faite, et Rachi, avec ce mot français, nous éclaire, même pour le lecteur d'aujourd'hui. Parce que c'est un sujet quand même relativement, comment dire ça, spécialisé. Voilà. C'était pas évident qu'il y ait un public pour un tel sujet. Ce qui a joué en faveur, je dirais, du livre, c'est l'engouement actuel des personnes pour le Daf-Yomi. J'ai de célèbres prédécesseurs qui sont, alors, notamment Darmstädter Blondheim et Moshe Katan. Darmstädter Blondheim, c'est 1929. Leur livre. Moshe Katan, c'est plus proche de nous, c'est 1980 à 2000 à peu près. Tout en faisant le livre, je me suis demandé, est-ce que mon livre a un intérêt par rapport à eux? Alors j'ai cherché effectivement un angle qu'eux n'avaient pas traité, et donc une des spécificités, c'est d'être remonté donc souvent aux langues anciennes, notamment le latin, origine du français, et l'autre spécificité est d'avoir fait le pont entre l'ancien français et le français moderne. Donc la méthode de travail est relativement simple. Je me suis basé sur mes deux prédécesseurs. Première raison, disons voir, c'est que bon, le travail avait déjà été extrêmement bien fait par le premier Darmstädter Blondheim, enfin les deux premiers puisqu'ils étaient deux auteurs, qui étaient des spécialistes de langue. Ils ont travaillé sur les manuscrits. Tel est aussi le cas de Moshe Katan. Du coup, je n'ai pas du tout eu besoin de me référer aux manuscrits anciens. Ce n'est pas mon domaine, je n'en suis pas capable, et donc je n'aurais jamais pu faire un tel travail. Qu'est-ce qu'il me restait à faire? Il me restait à faire, comme je l'ai expliqué, d'essayer donc de trouver dans le mot de Rachi, le laz de Rachi, les racines anciennes. Et pour ce faire, alors je me suis servi d'abord d'un dictionnaire de l'ancien français, ensuite d'un dictionnaire étymologique, troisièmement du dictionnaire latin-français que les latinistes connaissent, le Gaffio, et des dictionnaires de langue actuels, je veux dire, comme le Larousse. Comme dans toute œuvre, il y a eu aussi de la siyata d'Ishmaya, c'est-à-dire de l'aide divine, c'est-à-dire que parfois, tout d'un coup, une idée germe dans l'esprit. Tiens, ce mot, on pourrait le lire comme cela. Ouais. Parce que, comment j'ai travaillé bon, d'arrache-pied, il faut dire. Hein, franchement, 10 ans à peu près, consacré 10 ans aux deux ouvrages, hein, en tout 10 ans. Et je me suis passionné parce que j'aime beaucoup les langues, j'aime beaucoup Rachi. Donc les deux ont fait que voilà, je me suis passionné pour le sujet. Quand on est français, disons voir que c'est vrai qu'on est interpellé par le mot laz, et bon, parfois il est très difficile à déchiffrer. Prenez par exemple le mot le farnès congrée. Bon, ça c'est le résultat, mais bon, j'ai tourné ce mot sur certains mots comme ça, j'ai travaillé, je sais pas, des heures et des heures. Hein, pas d'affilée, ouais, parce qu'on ne travaille pas d'affilée. Mais je veux dire, vous avez le mot, ça m'a permis de faire la mitzvah de l'Ertera Baderech. C'est-à-dire, lorsque j'avais un mot qui me résistait, entre guillemets, alors bon, je le tournais, triturais dans tous les sens. Oh, c'est un travail assez comme ça. Et tout d'un coup, paf, je vous dis, tiens, on peut le dire comme ça. Alors celui qui veut donc se servir du livre doit effectivement, disons qu'il étudie la page 15 de Gittin. Alors il regarde si dans la page 15 de Gittin il y a des mots en français. Donc il ouvre
l'ouvrage en question, et traité Gittin, page 15a, et il trouve tout de suite le mot en question. C'est-à-dire c'est classé selon l'ordre des traités du Talmud. C'est clair, c'est simple, c'est bien expliqué. Ce livre, effectivement, et ça m'a été confirmé par ceux qui l'ont acquis, est particulièrement utile pour l'étude du Talmud pour l'instant, avant d'en arriver au Nar.